Bonjour à tous, à suivre dans un instant la suite du projet de loi de finances rectificative pour 2013. Ce collectif budgétaire s'inscrit, selon le ministre de l'économie Pierre Moscovici, dans un contexte de reprise timide de la croissance. Ce matin, les sénateurs ont terminé la discussion générale, puis ils ont entamé la discussion des articles. Ils ont adopté la première partie du texte, puis ils ont notamment adopté la réforme de l'assurance vie, l'article 7 du collectif budgétaire. Réforme de l'assurance vie en vue d'une meilleure contribution au financement de l'économie. Tout de suite, les sénateurs reprennent les discussions aux articles additionnels avant l'article 10. Très bonne séance à tous. Madame la ministre, chers collègues, l'actualité récente a été marquée par l'affaire Varin, c'est-à-dire la retraite spéciale dont devait bénéficier le PDG du groupe PSA en récompense, j'aurais envie de dire, entre guillemets, de ses bons et loyaux services. Seulement 21 millions d'euros de retraite chapeau pour M. Varin. C'est une somme importante réunie à partir de la constitution d'une provision dite spécifique. Provision qui, comme tout autre, est le produit de la mise en œuvre d'une réserve d'une partie du chiffre d'affaires du groupe, c'est-à-dire, si l'on peut dire, le travail de ses salariés. Les ouvriers de l'usine PSA d'Aulnoès-sous-Bois, appelés à voir fermer leur entreprise avant peu, ont ainsi travaillé pour permettre au PDG qui a décidé cette fermeture de vivre une retraite paisible et heureuse. Il est donc grand temps, nous semble-t-il, de légiférer en matière de rémunération importante dans le secteur privé. Nous ne pensons pas pouvoir faire éternellement confiance à la sagesse, là aussi je mettrai un guillemet, des organisations professionnelles patronales, des comités de rémunération, des conseils de direction, d'administration ou de surveillance. Le décalage est sans cesse croissant dans les plus grands groupes privés entre les rémunérations les plus faibles et les plus élevées. Les études de l'INSEE notamment prouvent que les hausses de rémunération dont ont bénéficié les détenteurs de très hauts salaires, soit environ 1% des salariés du secteur privé les mieux rémunérés, se sont avérées au moins 2 fois supérieures à celles des cadres et des ouvriers et 5 fois plus élevées au moment où ces salariés connaissaient une promotion. Faute d'avoir vu les entreprises privées faire preuve donc de la plus élémentaire mesure quant à la fixation des conditions de rémunération des cadres dirigeants de nos entreprises, nous ne pouvons que vous proposer l'application de dispositions fiscales dont le caractère dissuasif est bien entendu l'élément principal. Merci Madame Beaufils. Je vais demander à notre rapporteur général l'avis de la Commission sur cet amendement. L'avis de la Commission, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre. L'avis de la Commission est défavorable puisque nous avons estimé qu'une imposition à 95% d'indemnité de départ fixée par voie contractuelle serait évidemment, j'allais dire confiscatoire, mais surtout inconstitutionnelle. Et nous avons noté que les avantages et indemnités de départ versés aux dirigeants de sociétés cotées font d'ores et déjà l'objet d'un encadrement et sont obligatoirement subordonnés à la performance de l'entreprise et du dirigeant. Et sinon, j'aurais pu évoquer aussi la liberté contractuelle et les prérogatives du conseil de surveillance de l'entreprise. Bien sûr, il convient de rester très attentif aux abus, surtout lorsque ceux-ci se manifestent dans des entreprises où l'État est actionnaire. Et l'actualité, effectivement, vous l'avez évoqué, nous le rappelle avec force, mais ce n'est pas, me semble-t-il, une taxation à 95%, totalement déconnectée de la performance des dirigeants, qui permettrait d'assurer une totale sécurité quant aux exigences en matière de rémunération. Donc c'est un avis défavorable de la Commission. Merci Monsieur le rapporteur général. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je ne suis pas, au nom du gouvernement, favorable non plus à votre proposition d'imposer au taux de 95% les rémunérations différées versées aux dirigeants pour la fraction excédant le montant annuel du SMIC. Comme l'a rappelé à l'instant le rapporteur, d'abord l'encadrement
et la taxation des parachutes dorés, des retraites chapeaux, des dirigeants des sociétés cotées ont été considérablement renforcées ces dernières années. Il ne me semble pas inutile d'en rappeler quelques éléments. Sur le plan juridique, le régime actuel permet tout d'abord de garantir que les indemnités de départ des dirigeants ne sont pas indûment versées, mais sont bien indexées ou récompensent bien leur performance. Au plan fiscal, en application de l'article 39.5 bis du Code général des impôts, les rémunérations différées ne sont admises en déduction du bénéfice net des sociétés cotées que dans la limite d'un montant fixé à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Et puis, sur le plan social, la contribution patronale sur les rentes versées au titre des retraites chapeaux s'élève à 32% et la contribution spécifique sur les rentes élevées, c'est-à-dire celles qui excèdent 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 296 256 € pour 2013, s'élève quant à elle à 30%. Donc ce sont des montants qui sont importants. Et puis une contribution a également été mise à la charge des bénéficiaires de ces rentes, à des taux qui vont de 7 à 14% selon le montant perçu. Donc toutes ces mesures ont bien pour objectif d'éviter les abus que vous aviez raison de souligner dans votre intervention. Deuxième point, la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations proposée dans le cadre du PLF pour 2014 a par ailleurs vocation à s'appliquer aux rémunérations des dirigeants. Elle sera un élément de plus pour renforcer cet effort de solidarité des entreprises qui versent de hautes rémunérations. Et puis enfin, comme l'a rappelé le rapporteur, taxer à 95% ces rémunérations, sans compter les autres impositions qui s'ajoutent à l'impôt sur le revenu, serait très certainement confiscatoire et censuré pour cette raison par le Conseil constitutionnel. Donc sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à bien vouloir retirer l'amendement et à défaut, j'en demanderai le rejet. Merci. Merci, Madame la Ministre. Madame Beaufils, vous êtes sollicitée pour un retrait. Que décidez-vous? Oui, j'ai bien entendu les remarques qui ont été faites sur un certain nombre de règles qui ont été mises en place ces derniers temps et on a voté pour un certain nombre d'entre elles ces règles. Mais à partir du moment, j'ai donc une interrogation, à partir du moment où une entreprise continue à se permettre de faire de telles propositions à un moment où on propose le licenciement d'une part énorme de ses salariés, ça montre donc qu'il y a quelque chose qui manque dans le dissuasif. La proposition que l'on faisait, ce n'est pas 95% de la totalité des indemnités, c'était 95% sur la partie supérieure au montant annuel du SMIC. Hein, c'est donc pas le confiscatoire tel qu'il avait été analysé par le Conseil constitutionnel à un moment donné. Donc, sous réserve de l'analyse plus complète, je vais quand même le maintenir, mais on sera attentif à regarder ce que l'ensemble des éléments que vous avez rappelés donne comme aspect dissuasif. Mais apparemment, pour le moment, ça ne suffit pas. Puisqu'on peut encore se permettre, quand une entreprise va licencier, de faire de telles propositions. C'est bien qu'il y a un problème. Merci, Madame Beaufils. Y a-t-il des explications de vote? Oui. Je vous en prie, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Madame le Ministre, mes chers collègues, je ne prends pas la parole pour défendre ces retraits de chapeau, effectivement, d'un montant très important, surtout dans le cas d'espèces. Mais ceci étant dit, je trouve que notre collègue, Madame Beaufils, essaye vraiment de compliquer la vie du gouvernement. Quand on se souvient des difficultés que le gouvernement a eues pour mettre en œuvre la fameuse taxe à 75%, qui devait d'abord être payée par les bénéficiaires de ces hauts revenus et qui finalement, et ce qui est quand même un comble, devrait être pris en charge par les entreprises elles-mêmes, y revenir avec une taxe à 95%, même au-delà du SMIC, honnêtement, je trouve que c'est entre membres de la même majorité, tout cela n'est pas très sympathique. Merci, Monsieur Dallier. Plus de demandes de parole. Je mets donc l'amendement aux voix. 2 avis défavorables. Qui est pour le voter? Madame Beaufils, oui. Contre? Merci, chers collègues. Abstention. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 141 qui est défendu par notre collègue Monsieur Delattre. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cet amendement concerne un sujet bien connu de notre Assemblée, parce que déjà, au cours du projet de loi de finances, il y a eu un large consensus, hormis le Parti socialiste, tout le monde avait voté l'amendement qui revenait sur les parts qui étaient accordées dans le cadre du quotient familial, qui ont été réduites déjà en 2013, rebelote en 2014, et on trouve ça dommage pour 3 raisons. D'abord, un problème de démographie. Notre démographie, quand même, a un des rares avantages qui nous restent aujourd'hui en Europe, notamment. Et il faut penser qu'un jour,
il faut la retraite par répartition a des exigences et qu'on a déjà beaucoup de difficultés. De mettre un frein à la politique familiale, de ce point de vue-là, c'est déjà un peu discutable. C'est discutable aussi au niveau du pouvoir d'achat, parce qu'en fait, les familles, c'est quand même les familles qui ont des enfants, qui consomment, faut financer les études, etc. Et tout le monde sait très bien que ce n'est pas un problème d'égalité entre les contribuables, c'est un problème d'égalité entre les familles. Alors, j'espère que nous allons retrouver une large majorité pour faire en sorte que nous passions tout simplement du montant de 2 000 € qui est inscrit actuellement et le remplacer par le montant de 2 336 €, qui permettrait aux quotients familiales de retrouver un sens économique pour de nombreuses familles de notre pays. Merci, chers collègues. L'avis de la commission. Oui, Madame la Présidente, l'avis est bien sûr défavorable puisque cet amendement reprend d'une façon quasi totale l'argumentation développée déjà dans le PLF. Il va à l'encontre de la politique familiale telle qu'elle est aujourd'hui préconisée par le gouvernement et elle a un impact sur évidemment les finances publiques qui n'est pas négligeable. Toutes ces raisons, Monsieur Delattre semble dire qu'1 milliard c'est rien, c'est après ce que j'entends. Oui, c'est vrai que 10, 12, 15 milliards, vous n'êtes pas à 1 milliard près pour dégrader le solde budgétaire. Donc, je vous laisse faire dans vos propositions, en tout cas. Et heureusement que le gouvernement résiste à cette gourmandise que vous développez ici à longueur de temps concernant l'utilisation de ces milliards. Donc, l'avis que j'émets aujourd'hui est tout à fait le même, évidemment, que celui des... avis défavorable, mon cher collègue. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur général. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le gouvernement n'est pas davantage favorable à cette proposition pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial, c'est une mesure qui est indispensable pour assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l'universalité des allocations familiales. Je rappelle que le déficit de la branche famille s'est élevé à 2,5 milliards d'euros en 2012, donc il était urgent et il est toujours urgent d'agir pour assurer la pérennité de notre politique familiale. C'est pourquoi nous avons demandé à travers l'abaissement de l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial de 2 000 € à 1 500 €, un effort de solidarité aux foyers fiscaux les plus aisés. Et cette mesure permet ainsi d'améliorer de près de 1 milliard d'euros la situation de la branche famille dès 2014, tout en préservant l'universalité des allocations familiales. Deuxième point, la mesure proposée par la loi de finances pour 2014, comme celle qui a été adoptée l'an dernier, c'est une mesure de justice fiscale puisqu'elle concerne uniquement les foyers fiscaux les plus aisés. Cette mesure ne touchera en effet que 13 % des foyers fiscaux ayant des enfants à charge. Les ménages concernés appartiennent aux 30 % des ménages les plus favorisés, les plus aisés. Et donc, pour donner un exemple, un couple marié avec 2 enfants, le plafonnement s'appliquera uniquement à ceux dont le revenu déclaré est supérieur à 5 850 € par mois. La réforme proposée n'aura donc pas d'incidence sur les autres familles qui sont non imposables ou pour lesquelles l'avantage en impôt procuré par la demi-part pour enfants à charge est inférieur ou égal à 1 500 €. Et puis enfin, troisième point, cette mesure ne remet pas en cause la politique familiale à laquelle le gouvernement est très attaché, comme il le prouve à travers plusieurs décisions qui permettent de réduire la pauvreté des familles. Par exemple, la majoration de 50 % du complément familial pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté ou l'augmentation de 25 % de l'allocation de soutien familial allouée aux familles monoparentales. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Dallier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes heureux, Madame la Ministre, de vous entendre réaffirmer votre attachement à la politique familiale et donc à la familiarisation de l'impôt sur le revenu. Mais cette semaine, me semble-t-il, la porte-parole du gouvernement a parlé d'une nouvelle idée qui a été mise sur la table récemment. On parle maintenant de la déconjugalisation de l'impôt sur le revenu. Et l'argument qui est avancé est de dire que le fait de considérer ensemble les revenus du couple pénaliserait les femmes et les inciterait à ne pas travailler. Alors, on a du mal à s'y retrouver parce que, effectivement, vous touchez au quotient. Alors, ça ne pourrait toucher effectivement que les hauts revenus, mais pour autant, on parle maintenant de déconjugalisation. Donc, on ne sait plus très bien où veut aller le gouvernement et on aimerait avoir des éclaircissements sur vos intentions réelles en la matière. Merci, Monsieur Dallier.
Je mets aux voix cet amendement. Madame Beaufils. Oui, cet amendement qui est donc sur le quotient familial est un amendement que nous avions aussi porté en loi de finances initiale. Dans la mesure où nous pensons en effet que la justice fiscale, telle qu'on l'appelle de nos voeux, c'est pas sur la partie de la politique familiale, nous semble-t-il, qu'elle doit porter. Et par conséquent, cet amendement, bien évidemment, retrouve un positionnement que l'on a pris au moment de la loi de finances initiale. Et il est évident que nous continuons à penser que le choix qui a été fait de modifier ce quotient familial n'est pas celui que nous attendons. Nous pensons que la réforme de l'impôt sur le revenu, elle doit être en effet sur une amélioration de la progressivité, avec y compris des tranches beaucoup plus nombreuses qui permettront de mieux faire cette progressivité pour répondre à une plus grande efficacité, à une plus grande justice fiscale. Merci, chers collègues. Monsieur Young, vous avez la parole. Madame la Présidente, je ne peux que reprendre l'argument du rapporteur général. Vous nous dites à longueur de discussion qu'il faut baisser les dépenses publiques et vous en faites une sorte de veau d'or qu'on adore à genoux. Bon. Mais là, en l'occurrence, vous nous proposez de le financer par cette vieille lune du 575. Franchement, ça ne crédibilise pas votre proposition. On peut en discuter, on pourrait en discuter dans le cadre de la réforme de la fiscalité en général. OK, mais tel que c'est formulé là, franchement, c'est pas acceptable. Puis j'ai une autre raison pour laquelle je ne le voterai pas, c'est que vous avez l'air, je ne pense pas que ce soit votre idée, mais vous avez l'air de désigner l'Allemagne comme adversaire. C'est ce que vous dites. C'est dans les motivations. Mais l'Allemagne, ce sont nos alliés, ce sont nos partenaires. Et puis, il y a bien d'autres pays en Europe où la natalité flanche. Donc, voilà, je crois que ce n'est pas une bonne allusion. Merci, Monsieur Young. Plus de demandes de parole. Chers collègues, je mets aux voix l'amendement 141 présenté par notre collègue Delattre, qui a eu 2 avis défavorables. Qui est pour voter cet amendement? Merci. Qui est contre? Ah, il est adopté. Il est adopté. Alors, j'ai 2 amendements. Mes chers collègues, j'ai 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier n'est pas défendu, il tombe. Le second est présenté par le groupe écologiste. Chers collègues, vous pouvez le présenter. C'est le 182. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est effectivement un amendement identique à celui proposé par Madame Lienemann, Espagnac et Rossignol. La transition énergétique nécessite de favoriser les initiatives de citoyens dans les projets locaux d'énergie renouvelable. Initiatives qui déjà se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Ces démarches s'inscrivent le plus souvent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent à une logique de circuit court de l'énergie. Toutefois, la réalisation du montage juridique et financier d'un tel investissement participatif des particuliers, et je sais que l'investissement participatif des particuliers tient particulièrement à cœur à la ministre assise à ce banc, et cet investissement participatif, notamment des riverains de projets dans la production d'énergie renouvelable, est en l'état très complexe. Afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par les citoyens, cet amendement propose donc d'étendre les réductions d'impôt sur la fortune obtenues au titre d'un investissement dans les PME aux structures de production d'énergie renouvelable, dès lors que celle-ci bénéficie de l'agrément entreprise solidaire. Cela contribuera à la nécessaire dynamique en faveur des énergies renouvelables et accroîtra l'acceptation de la participation active des riverains dans de tels projets. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gattolin. L'avis de Monsieur le rapporteur général sur cet amendement.
L'avis du rapporteur général est le même que pour l'examen en PLF, puisque c'est le même amendement, et j'en demande le retrait, car l'avantage ISF-PME n'est pas le bon dispositif pour soutenir les entreprises, même solidaires, de production d'énergie, par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables dont les revenus sont garantis. Des amendements donc avaient été déposés dans le même sens, et ces amendements avaient été retirés. Donc je suggère à nouveau à notre collègue de raisonner de la même façon et de bien vouloir retirer son amendement qui, me semble-t-il, ne trouve pas sa place dans ce PLFR, puisqu'on a ici un PLFR qui a vocation à faire des ajustements budgétaires sur l'exercice 2013. On a eu cette discussion large sur le PLF 2014 et chacun a pu s'exprimer. Je crois qu'il est sans doute pas opportun qu'on renouvelle une deuxième fois la même discussion avec les mêmes arguments les uns et les autres. Donc mon raisonnement en ce qui me concerne est de suggérer le retrait. Merci, monsieur le rapporteur général. Même avis du gouvernement, madame la ministre? Même avis, je vous remercie. Vous êtes sollicité par 2 demandes de retrait, monsieur Gattolin. Écoutez, comme c'est pas moi qui ai mené les précédents débats, donc je donne crédit au rapporteur général, mais il nous a dit qu'il y a de meilleurs moyens pour faciliter. Alors on aimerait qu'ils soient mis en œuvre parce que la transition énergétique est quand même une des priorités du gouvernement, et donc on aimerait avoir très concrètement et sans attendre d'année en année de nouvelles procédures, la capacité de mettre ça en œuvre très concrètement et d'impliquer les citoyens. Donc je retire, mais nous reviendrons à la charge avec, comme vous avez proposé, de meilleurs moyens. Eh bien, nous attendrons vos suggestions, monsieur le rapporteur général. Merci. Merci, monsieur Gattolin. Nous comptons sur vous pour revenir à la charge. Nous le savons. J'ai 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier n'est pas défendu, il tombe. Le second, monsieur Gattolin, vous le présentez? Très rapidement, Madame la Présidente, cet amendement est pratiquement similaire au précédent, toujours dans le but de faciliter l'essor des projets locaux de production d'énergie renouvelable. Il propose d'étendre la réduction d'impôt sur le revenu, cette fois-ci obtenue au titre de l'investissement dans les PME aux structures de production d'énergie renouvelable, dès lors qu'elles bénéficient de l'agrément entreprise solidaire. Le coût de cette mesure a été évalué par le réseau des coopératives Enercop à 450 000 € en 2014 et au plus 1 million d'euros en 2016, avec un effet de levier permettant de lever jusqu'à 6 millions d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables. Donc vous voyez, entre même 1 million et 6 millions, c'est en tous les cas une proposition dynamique. Alors j'attends la réponse du rapporteur général. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, qu'en pense la Commission? Eh bien, Madame la Présidente, le rapporteur général partage tout à fait l'objectif de l'amendement. Mais comme pour l'ISF-PME, il considère que l'avantage Madelin, qui permet aux contribuables de réduire son IR en investissant en capital des PME, n'est pas, à nos yeux, le bon outil, car il est destiné à favoriser la prise de risque et ne doit donc pas se cumuler avec une garantie tarifaire. Je rappelle d'ailleurs que les entreprises solidaires, tout comme ce type de production d'énergie, bénéficient déjà de divers avantages fiscaux spécifiques. Et dans ces conditions, là aussi, je demande le retrait de l'amendement pour les motifs déjà évoqués. Merci, monsieur le rapporteur général. Madame la ministre, même avis, je vous remercie. Monsieur Gattolin, même retrait? Oui, même retrait. Je demanderai quand même à un moment au rapporteur général qu'on sorte la boîte à outils alternative à un moment donné. On aura l'occasion, je pense, de le faire et de le refaire. Mais je retire. Merci, chers collègues. L'amendement 171 rectifié, monsieur Alfonsi, vous n'êtes pas signataire. Il n'est pas défendu. D'accord, il tombe. Merci. Le 85 rectifié bis, monsieur Dassault, vous le présentez? Madame la ministre, chers collègues, plus de 12 ans après son instauration par vos prédécesseurs, la prime pour l'emploi est une dépense qui a été prévue pour inciter les chômeurs indemnisés pendant 24 mois à taux plein à bien vouloir accepter un emploi dont le salaire leur semble insuffisant par rapport à ce qu'ils touchent en ne travaillant pas. Puis le rapport de la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances se sont montrés critiques quant au bilan de la prime de l'emploi pour son impact sur l'emploi. D'après le projet de loi de finances pour 2014,
Le coût de cette prime pour l'emploi pour le budget d'État devrait s'élever à 2,2 milliards et s'est élevé à 2,3 pour le budget de 2013. C'est une somme considérable qui ne crée aucun emploi nouveau et qui s'apparente plus à l'aide sociale. Un exemple donné par la Cour des comptes montre qu'un célibataire prenant un emploi rémunéré au SMIC a sans cette prime pour l'emploi 67 € de revenus supplémentaires par rapport à ce qu'il touche en ne travaillant pas, et 180 avec cette prime. Ça prouve que l'inactivité est trop payée par rapport à l'activité et que pour inciter les chômeurs à bien vouloir reprendre un travail, il serait plus utile de réduire le temps de financement du chômage que de leur donner une prime pour accepter de travailler. Madame le ministre, le prime pour l'emploi est une dépense que je vous propose de supprimer et qui vous permettra de disposer de 2 milliards de plus pour votre budget, pour les utiliser pour d'autres activités, pour vous éviter de nouveaux impôts et pour réduire votre déficit budgétaire. Voilà ce que je vous propose, Madame la Ministre, pour votre bien, pour le bien de notre budget et pour les économies que vous pourriez faire. Je vous remercie, Monsieur Dassault. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur cet amendement? Eh bien, l'avis est bien sûr défavorable puisque notre collègue Serge Dassault nous propose un amendement qui a déjà fait l'objet donc d'une discussion en PLF pour 2014, pour lequel j'avais donné un avis défavorable. Et bien entendu, il s'agit avec cet amendement, chers collègues, de préconiser une baisse de pouvoir d'achat de 2,2 milliards d'euros pour les ménages les plus modestes de notre pays. Donc, bien entendu, on ne peut être favorable à votre amendement puisque certains de vos collègues dans votre groupe n'arrêtent pas de souligner depuis le début de la discussion que le gouvernement, par les dispositifs qu'il met en place, tente à introduire un processus récessif en France. Diminuer le pouvoir d'achat comme vous le proposez, 2,2 milliards, va dans le sens de ces mesures que vos collègues ne cessent de critiquer ou de mettre en cause. Donc, voyez les contradictions. Les contradictions, elles ne sont pas de ce côté, elles sont plutôt chez vous. Et en tout état de cause, bien entendu, l'avis que je peux donner est défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur général. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, évidemment, le gouvernement ne peut pas vous suivre non plus dans cette voie pour les raisons qui viennent d'être exposées par le rapporteur général et qui tiennent à la préservation du pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Donc je n'ajouterai que un ou deux points. Tout d'abord, la réforme du couple prime pour l'emploi RSA proposée par le rapport Sirugue, qui a été remis au Premier ministre le 15 juillet 2013 et qui examine différents scénarios et formule plusieurs propositions en faveur des travailleurs modestes, constitue des pistes de travail pour le gouvernement et notamment pour la ministre en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Et donc, je précise que la prime pour l'emploi est bien un des sujets qui a vocation à être abordé dans le cadre du débat sur la fiscalité qui a été annoncé par le Premier ministre. Donc, nous sommes également défavorables à cet amendement. Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le Président Marini, vous avez la parole. Je souhaitais dire un mot sur le vote favorable que je m'apprête à émettre sur l'amendement de Monsieur Serge Dassault. La prime pour l'emploi, c'est un dispositif déjà relativement ancien, puisqu'il remonte à la fin du gouvernement Jospin. Et beaucoup de questions se sont posées sur son effectivité, sur son caractère incitatif. Ceci en raison du décalage qui intervient nécessairement dans son versement par rapport à la période de référence. La prime pour l'emploi ne peut être versée qu'au cours de l'année N+1 et c'est un mécanisme qui, au moment où il se traduit par des versements aux intéressés, a souvent peu de chances d'être rapproché de la situation où les dits intéressés pouvaient se trouver au moment du calcul de la prime. Ceci a été observé par
de très nombreux observateurs, économistes et auteurs de rapports administratifs. J'ajoute que le gouvernement auquel vous appartenez, Madame la Ministre, a déjà réduit très sensiblement la prime pour l'emploi, puisque du fait de la non-indexation des barèmes de l'impôt sur le revenu pendant 2 années, sauf erreur de ma part, son coût global a diminué de 2,9 à 2,2 milliards d'euros. Donc ceci est bien une mesure que vous avez prise. Vous avez réduit de 700 millions d'euros cette distribution de pouvoir d'achat. À mon sens, si l'on faisait ce que dit Serge Dassault, voire un peu moins, c'est-à-dire si l'on réduisait encore de, mettons, 500 millions d'euros la prime pour l'emploi, on ferait certainement quelque chose de raisonnable et rien de particulier ne se passerait dans notre économie. Donc, en un temps où il faut s'efforcer de veiller à l'efficacité de la dépense publique, à mon avis, ce serait une bonne voie à suivre. Alors, j'ajoute, en réponse à notre excellent rapporteur général, que la logique des membres de ce côté-ci de notre Assemblée n'est pas tout à fait analogue à celle des membres en ce moment moins nombreux de l'autre côté de l'Assemblée, car ce matin, nous avons voté en faveur de l'exonération des heures supplémentaires, n'est-ce pas? Et ça, c'est du pouvoir d'achat. Alors qu'on ne nous reproche pas de négliger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Merci, Monsieur le Président Marini. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Dassault, vous avez la parole. Oui, je trouve dommage que, alors que le Premier ministre cherche à réduire les dépenses de l'État, il n'utilise pas cette proposition pour avoir 2 milliards de plus dans son budget pour une opération qui n'existe pas et qui est quand même amorale de vouloir donner de l'argent à des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils trouvent qu'ils ne gagnent pas assez. Donc, Madame la Ministre, pour vous, pour la France, pour le budget, je persiste à vous demander de bien vouloir voter cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Dassault. Y a-t-il d'autres demandes de parole sur cet amendement? Je n'en vois pas. Je vais le mettre au voie. Ah, oui, merci. Je vais le mettre aux voix. Et je suis saisie d'une demande de scrutin public. Demande de manière certaine. Bien, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement 85 rectifié bis par le groupe socialiste. L'amendement de la commission est défavorable, l'amendement du gouvernement est défavorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Non, attendez, le scrutin est ouvert, mes chers collègues.
Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement. Résultat du scrutin numéro 101 sur l'amendement numéro 85 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 10 du projet de loi. Nombre de votants 347, nombre de suffrages exprimés 316, pour l'adoption 139, contre 177. Le Sénat n'a pas adopté. Un amendement 176 qui est présenté par notre collègue Alfonsi. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, cet amendement concerne les services à la personne. Je rappelle que ce secteur représente plus d'1 million d'emplois dans notre pays et qu'il est également un vecteur de solidarité. Je pense notamment aux services destinés au maintien à leur domicile des personnes âgées dépendantes. Comme d'autres, il a été durement touché par la crise économique et en 2011, le nombre d'heures d'emploi à domicile rémunérées par les particuliers a baissé pour la première fois de 1,8%. Or, aujourd'hui, plusieurs mesures comme la hausse de la TVA et celle des charges sociales conduisent à une recrudescence de l'activité non déclarée dans ce secteur. Pour éviter le développement du travail au noir, que certaines études chiffrent à 12%, notre amendement propose d'exclure les réductions d'impôts accordées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile du plafonnement global des niches fiscales. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Madame la Présidente, mes chers collègues, là aussi c'est un amendement qui vient après avoir été évoqué au PLF, qui était à l'époque présenté par le groupe UDI. Je ne peux que donner le même avis défavorable à cet amendement, car il augmenterait le coût d'une dépense fiscale qui est déjà conséquente et il bénéficierait surtout aux contribuables percevant les revenus les plus élevés. Ça résume donc une position claire, c'est de considérer que ce n'est pas opportun d'aller dans cette direction. Donc c'est un avis défavorable de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis, je vous remercie. Oui, Monsieur Dallier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous allons soutenir cet amendement et nous voterons pour. Nous l'avions déjà fait lors du débat en loi de finances initiale pour 2014. Effectivement, le travail au noir, appelons-le comme cela, redémarre. C'est manifeste. C'est certainement dû effectivement à l'augmentation des charges et des impôts sur ces emplois à domicile. Et voilà pourquoi il nous semble que le jeu vaut la chandelle, Madame la Ministre. Nous pouvons effectivement accepter cette dépense parce que je suis certain qu'au bout du compte, il y aura aussi des recettes en face. Monsieur Dallier. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 167. Ah, Monsieur le rapporteur. Oui, je reviens aux arguments développés par notre collègue pour rappeler que la mesure en question, et j'insiste lourdement là-dessus, bénéficierait principalement aux contribuables percevant les revenus les plus élevés. Et j'attire votre attention sur le fait que le comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales
avait ainsi évalué que les 80% des foyers les moins riches ne bénéficiaient que de 8% de la dépense fiscale totale relative aux services à la personne. C'est, je crois, très clairement démontré qu'on est ici face à une situation où aller dans le sens du dispositif proposé d'exclusion des services à la personne et de l'emploi à domicile, du plafonnement global et réduction des crédits d'impôt favoriserait très clairement les catégories sociales les plus favorisées en termes de situation de revenus. Et dans ces conditions, j'insiste sur l'avis défavorable de la Commission au regard de cet argument qui me paraît quand même un argument relativement fort. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur Delattre, vous avez la parole. Simplement pour expliquer à Monsieur le rapporteur général que peut-être, effectivement, il y a une dépense immédiate, mais nous sommes persuadés qu'il y a un retour. Et en plus, il y a le problème de l'emploi. Parce que c'est quand même l'emploi. D'ailleurs, c'est Mme Aubry qui avait mis les premiers systèmes en place il y a du temps d'un gouvernement qui ne devait pas être de droite. Et je trouve que ça avait créé des milliers d'emplois. Donc, moins de travail clandestin et plus d'emplois, ça mérite un peu mieux qu'un revers de main de notre rapporteur général. Merci, Monsieur Delattre. Monsieur Alfonsi. Un mot, simplement pour répondre au rapporteur général. Il est très difficile d'utiliser des statistiques brutalement, que ça profite à 80% des riches, et puis il y en a qui moins 20% pour ceux qui n'ont pas de revenus importants. C'est un peu rapide, si j'ose m'exprimer ainsi. Je crois qu'il faut mettre en balance l'ensemble des éléments pour bien apprécier la portée de cet amendement. Le travail noir, est-ce qu'il est en balance avec la statistique? On ne le sait pas. Je crois que la réalité, c'est qu'à partir du moment où cette niche disparaît, on va avoir une tendance très forte au travail noir et le bilan, en quelque sorte, l'impact n'est pas encore établi pour savoir si cet amendement est détestable ou pas. Je crois qu'il faut le voter, c'est tout. Monsieur Alfonsi. Je le mets donc aux voix. 2 avis défavorables à l'amendement présenté par Monsieur Alfonsi. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Il est adopté. Après l'article 10, j'ai un amendement 35 rectifié bis. C'est Monsieur Dallier qui le présente. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, alors voilà certainement un amendement d'appel, mais qui vise à poser un problème bien réel, qui est celui des rentrées de TVA sur le commerce en ligne. Vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques semaines, un rapport a avancé des chiffres en matière d'évaporation de la base de TVA au niveau européen. Bon, le chiffre de 32 milliards a été avancé pour la France. C'est un chiffre très important qui a été contesté par la Commission européenne. Mais même si ça n'était pas à 32 milliards, même si ça n'était qu'une dizaine de milliards, on voit bien là qu'il y a des enjeux très importants. Et nous avons donc souhaité, avec mon collègue Albéric de Montgolfier, nous intéresser à cette problématique et essayer de proposer une solution qui permette effectivement de garantir qu'au moment où un achat est effectué sur Internet, eh bien, la part de TVA qui est bien payée par le consommateur retombe bien dans les caisses de l'État. C'est effectivement un vrai souci, notamment lorsque les sociétés qui vendent ces produits sont domiciliées à l'étranger, que ce soit à l'intérieur de la communauté européenne ou à l'extérieur de la communauté européenne. L'État n'est jamais certain, effectivement, que la TVA est bien reversée. Alors, est-ce qu'il y a des moyens techniques pour essayer de trouver une solution à cette problématique? Eh bien, nous pensons que oui. Et il pourrait être étudié une solution qui consisterait effectivement à faire en sorte que la TVA soit reversée au moment même où l'achat est conclu et où le compte du client est débité. À partir de ce moment-là, le montant hors taxe du produit serait transféré au vendeur et la partie TVA serait directement versée sur un compte du Trésor. Techniquement, ça nous semble tout à fait faisable. Alors certes, il y a certainement un problème au niveau du droit européen, c'est pour ça que je parle d'un amendement d'appel, il y a des choses à creuser, mais si nous voulons effectivement trouver une solution à ce vrai problème de l'évaporation de la base imposable en matière de TVA, je pense qu'il est grand temps d'y réfléchir. Les ventes en ligne explosent,
et de manière presque exponentielle. Nous avons vu cette année que les rentrées de TVA baissent. Alors, ça n'est certainement pas dans les proportions constatées en raison de la vente en ligne, uniquement de la vente en ligne, mais on peut effectivement penser que dans les années qui viennent, ce phénomène va s'amplifier. Et si le gouvernement veut effectivement essayer de faire quelque chose, il faut que ce problème soit posé. Alors bien évidemment, il y a le problème de droit au niveau européen. Il faut mettre aussi autour de la table toutes les banques et les tiers de confiance en matière de paiement. Mais je crois, Madame le Ministre, que nous avons là un vrai sujet à regarder. Et voilà pourquoi, au travers de cet amendement, nous avons voulu vous faire cette proposition. Monsieur Dallier, qu'en pense notre rapporteur général au nom de la Commission ? Madame la Présidente, c'est là un très bon sujet et notre collègue Philippe Dallier l'a montré d'ailleurs récemment dans le rapport qu'il a fait avec son collègue de Montgolfier. Au nom de la Commission des finances, il a montré qu'une partie importante de la TVA due sur les ventes en ligne de biens matériels échappe à l'État en raison de l'impossibilité matérielle d'en contrôler les flux physiques, mais aussi les flux financiers. Et comme vous l'avez dit, chers collègues, c'est un secteur en forte croissance puisque pour le dernier semestre, c'est plus 15% d'augmentation de chiffres sur ces transactions. Dès lors, évidemment, les pertes peuvent être importantes. Droits de douane, l'impôt sur les sociétés ou encore l'impôt sur le revenu. Bref, il y a là un vrai problème. Quant à la proposition que vous faites de prélever la TVA à l'importation par les banques au moment de la transaction, elle est certainement une piste très intéressante et la Commission des finances souhaitait à cet égard s'assurer des modalités de la faisabilité de la mise en œuvre d'un tel mode de recouvrement et nous avons souhaité avoir l'avis du gouvernement, de la ministre, sur ce sujet particulièrement sensible et à nos yeux très important. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement est sollicité par la Commission. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous soulevez effectivement une question extrêmement importante et le gouvernement partage tout à fait votre souci de sécuriser la perception de la TVA sur ces flux de marchandises. Cela étant, il ne peut soutenir, et vous l'avez bien perçu vous-même, soutenir votre demande pour les raisons que je vais vous exposer. Alors tout d'abord, s'agissant de la TVA, il ne peut y avoir de solution, vous le savez bien, nationale et isolée. La solution ne peut être élaborée que dans le cadre communautaire. Or, le droit communautaire en vigueur n'autorise pas à modifier le frais générateur de la TVA qui est dû au titre des importations de biens. La mise en œuvre d'une telle disposition ne pourrait conduire qu'à un contentieux qu'il serait extrêmement difficile de gagner. Par ailleurs, la Commission qui a mené des travaux sur ce sujet n'a pas, à ce jour, trouvé une solution à ce problème qui soit de nature à satisfaire tous les États membres. Et puis enfin, l'intermédiaire de paiement qui peut ne pas être situé sur le territoire français, ce qui constituerait une difficulté pratique supplémentaire, n'aurait pas obligatoirement à sa disposition les informations pertinentes qui lui permettraient de savoir si la transaction en cause porte bien sur un bien pour lequel il doit collecter la TVA ou sur un service pour lequel il ne la connecte pas. Donc le gouvernement, pour répondre à votre amendement d'appel, s'engage à demander aux services de la Commission européenne de réactiver de manière très active la réflexion sur le sujet qui avait été mis en sommeil fin 2011. Et pour ces raisons, je vous demande, Monsieur le Sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'en demanderai le rejet. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission. Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'aurais souhaité en effet dire quelques mots sur ce sujet et appuyer d'ailleurs le propos qui a été tenu par le rapporteur général, car c'est bien à l'issue d'un contrôle mené au nom de la Commission des finances que nos collègues Dallier et de Montgolfier se sont intéressés en se rendant au bureau de douane de Roissy aux conditions dans lesquelles les marchandises importées dans le cadre du commerce électronique faisaient l'objet de contrôles. Et à partir de cela, à partir des constatations factuelles auxquelles ils se sont livrés, plusieurs séries d'éléments sont apparus. D'abord, Madame la Ministre, et ceci ressort directement des responsabilités de votre collègue Bernard Cazeneuve, s'agissant de l'organisation de la Direction générale des douanes, de son efficacité pour tâcher de mieux maîtriser la problématique du contrôle de tels flux, il y a manifestement
des progrès à faire. Dans la douane classique, lorsque la valeur d'une marchandise déclarée pouvait faire l'objet de différentes interprétations, il y avait un tiers qui était le déclarant et qui répondait de la valeur déclarée devant l'administration. En matière de commerce électronique, il n'est pas possible de procéder ainsi, du moins jusqu'ici, et Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier faisaient figurer dans leur rapport et dans les annexes la reproduction de pièces, la reproduction de factures qui, par exemple, émanaient portateurs de matériel chinois en grande quantité et qui valorisaient à des tarifs incroyablement bas des articles destinés au marché français. Et il est bien clair que les effectifs de la Direction générale des douanes, l'organisation de celle-ci, la manière dont les contrôles peuvent être exercés sur de tels flux ne représentent absolument pas aujourd'hui une réponse appropriée aux enjeux. Et donc il y a là un premier sujet qui est d'adapter l'organisation administrative et les priorités du contrôle, et c'est en quelque sorte un signal d'alarme que nous voulons allumer par le rapport qui a été publié par nos collègues au nom de la Commission des finances et également par cet amendement d'appel. Donc nous souhaiterions vraiment qu'il y ait de la part de l'administration des mesures concrètes qui soient prises pour se réorganiser et pour tâcher d'obtenir plus d'efficience, car nous avons l'intuition que les enjeux en termes de droits à rappeler sont réellement très importants, même si nous ne sommes pas en mesure de les chiffrer. Ensuite, il y a un second aspect qui est celui directement traité par l'amendement et qui est relatif au mode de versement de la TVA. La proposition qui est faite, nous en avons bien conscience, mérite d'être analysée au regard du droit communautaire, mais faut-il, dans ce domaine comme dans d'autres, attendre, Madame la Ministre, l'accord unanime et qui n'interviendra jamais de 28 États ayant des intérêts contradictoires? Est-ce que nous devons nous résigner à cela ou est-ce qu'il ne faut pas rechercher dans le cadre de l'Union européenne la construction de positions communes entre quelques États, entre les principaux États intéressés? Ne faudrait-il pas que la France soit en quelque sorte volontariste dans cette recherche de plus d'équité fiscale internationale? Car si j'ai bien entendu notre excellent rapporteur général rappeler l'impératif de la justice, au sens de la répartition au sein de notre pays, il me semble que dans le monde des entreprises et au plan international, s'efforcer de parvenir à plus de justice, à plus d'équité, est également un impératif catégorique. Donc nous serions heureux, Madame la Ministre, que vous puissiez nous dire peut-être dans quelle mesure il serait possible de cheminer ensemble pour améliorer les méthodes de travail et pour rechercher des solutions raisonnables, car l'échange que nous avons eu dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, n'aurons-nous pas le même? Et dans l'intervalle, combien de recettes, combien de milliards d'euros manqueront-ils à l'appel? Merci, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur Young. Merci, Madame la Présidente. Je veux aller dans le même sens et dire que c'est une question importante que vous soulevez, dont nous sommes, je crois, tous conscients. Et ceci, d'ailleurs, m'amène à lier cette proposition à un autre débat qui est celui sur l'autoliquidation de la TVA à l'importation, qui est un débat difficile, qui dure depuis d'assez nombreuses années, qui est de savoir si les entreprises qui importent doivent acquitter la TVA au moment où le bien rentre sur le territoire communautaire ou si on leur permet
ou si on permet, au fond, aux biens de circuler et d'acquitter la TVA au lieu final de consommation. Et on sait bien que dans ce cas-là, se mettent en place des fraudes massives qu'on appelle les carousels, où la marchandise circule suffisamment pour être perdue de vue et la TVA s'évapore. Et il y a probablement plusieurs milliards d'euros qui disparaissent comme ça. Mais c'est un débat difficile, d'abord parce que c'est un débat communautaire et malheureusement, Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on puisse le faire dans le cadre de coopération renforcée. Moi, je serais pour, si on pouvait le faire à quelques-uns, pour avancer, ça serait bien, mais il me semble que c'est une compétence de l'Union. Et puis l'autre problème, c'est que nous rentrons dans une de ces grandes querelles bureaucratiques que la France connaît bien, qui est celle entre l'administration des douanes et l'administration des impôts. Les impôts disant la TVA, c'est moi, et on ne veut pas que ce soit les douanes qui s'occupent de la TVA. Et on est parti pour, au fond, le même débat que sur le rapprochement de la CSG et de l'IRPP. Donc, et il y a un troisième débat, je ne veux pas trop rallonger, mais il y a un troisième débat qui rejoint celui-là, qui est le fait que les sites de vente en ligne servent de plus en plus à la vente de produits de contrefaçon. Et nous sommes tous à la recherche, le ministre en a parlé l'autre jour à l'Assemblée du CNAC, à la recherche de méthodes qui permettraient de frapper, si j'ose dire, les sites et ceux qui vendent des produits de contrefaçon, en particulier par les moyens de paiement, comme vous dites, par les réseaux PayPal, les réseaux bancaires, les réseaux d'acquittement. Donc on rejoindrait au fond sur un autre sujet votre proposition. Mais je crois que là, on a un ensemble de sujets très importants sur lesquels il faut vraiment avancer maintenant. Merci, Monsieur Young. Monsieur Gattolin. Merci Madame la Présidente. Je voudrais continuer dans cette réflexion-là parce qu'on a le cas effectivement, alors les consommateurs souvent ne se plaignent pas d'avoir des produits qui viennent en importation via Internet moins cher, mais il y a aussi des conséquences pour nos entreprises et nos industries, dans un monde qui devient dématérialisé et déterritorialisé. Alors, j'ai pas eu la chance d'accompagner messieurs Dallier et Montgolfier aux douanes de Roissy, mais j'ai plusieurs fois la chance d'accompagner madame la ministre de l'économie numérique dans des entreprises de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a la production aujourd'hui de jeux vidéo qui sont diffusés sur des plateformes type Facebook, Amazon ou Steam, etc., étrangères, où ce sont des jeux qui sont produits par des sociétés françaises, alors outre les droits d'entrée qu'on leur demande qui sont très élevés, on ne leur dit pas la provenance finale des achats. Donc quand ils se retrouvent devant ces petites sociétés qui sont des PME très innovantes, très performantes, qui vont sur un marché ultra concurrentiel, quand elles vendent 10 000, 20 000 jeux, elles se retrouvent taxées à 19,6 sur l'ensemble des ventes qui sont faites, simplement parce que ces opérateurs refusent de leur donner la provenance des ventes. Alors, certains, comme Facebook, disent on va vous arranger un tarif préférentiel. Mais là, je crois qu'on a des PME, PMI qui se cassent la figure simplement parce que, pour le coup, elles payent plus de TVA que ce qu'elles devraient payer. Et ça pose un vrai problème parce que quand on discute avec l'administration fiscale, soit on est capable d'être suffisamment fort face à Apple, Facebook ou Steam, c'est très difficile, soit à un moment, il va falloir arriver à dire, eh bien, on considère qu'il y a un prorata compte tenu de la nature plus ou moins internationale multilingue du produit, on va considérer qu'il n'y a pas plus de 50% qui a été vendu sur le territoire français et faire quelque chose de forfaitaire, quelque chose qui est impensable, il faut bien le dire, dans le système des impôts français. Et c'est bien dommage parce qu'on a tout un tas de petites entreprises novatrices, dynamiques qui aujourd'hui sont dévorées par cette nouvelle façon de gérer l'économie, non seulement déterritorialisée, mais en plus dématérialisée. Et je dis, là, c'est un des enjeux qu'on a abordé avec mon collègue Bruno Retailleau dans notre rapport sur l'industrie du jeu vidéo. Et ça nous a été rappelé plusieurs fois. Je prends la ministre pour témoin à Bordeaux dans les entreprises qu'on a visitées de jeux vidéo ou du numérique. Et là, il va falloir qu'on ait une réflexion, qu'on repense. Et il va falloir aussi que notre administration fiscale dans ce pays
accepte de se repenser. On ne gouverne plus un pays au XXIe siècle comme on le gouvernait au XIXe siècle ou au XXe siècle. On ne peut plus concevoir l'impôt de la même manière qu'on la concevait quand il y avait des barrières douanières, quand il y avait des services de douane. Donc il faut réinventer quelque chose plutôt que dire à chaque fois c'est impossible, ou en tous les cas, on va avoir du mal à faire comprendre à cette brave administration fiscale qu'elle ne doit pas changer, ou des douanes. Merci. Merci, Monsieur Gattolin. Monsieur Dallier, vous avez été sollicité pour le retrait de votre amendement. Que décidez-vous? Madame la ministre, mais écoutez, Madame la Présidente, pardon. Je crois que notre débat aura au moins démontré que tout le monde est bien conscient des enjeux. Et ce n'est pas à la ministre en charge de l'économie numérique que je ferai l'injure d'expliquer ou d'essayer d'expliquer que le monde change très vite, que les modes de consommation changent très vite et que nous avons beaucoup de difficultés à nous adapter. Alors bien évidemment, c'est un sujet qui doit être traité au niveau européen. Mais alors, il sera probablement difficile de trouver le consensus, comme le disait Monsieur le Président de la Commission des Finances. Ceci étant dit, tous les pays européens sont a priori confrontés à la même problématique. Ça n'est pas une spécialité française que d'être confronté à cette évaporation de la base taxable. Donc, ils y ont tous intérêt, à mon avis. Faut-il effectivement qu'un gouvernement prenne l'initiative et une initiative forte pour reposer le débat. Donc je compte sur vous, j'ai bien entendu votre engagement de le faire et j'espère que nous pourrons aboutir relativement rapidement. Techniquement, je pense que c'est tout à fait faisable, ça n'est pas du tout insurmontable. Voilà, il suffit d'associer effectivement les banques, les intermédiaires et de fixer des règles. Alors commençons par fixer les règles, après le problème technique, à mon sens, se réglera assez aisément. Je retire cet amendement. Bien, merci Monsieur Dallier. Madame la Ministre, vous voulez rajouter un mot? Merci Madame la Présidente. Juste un petit mot pour expliquer un peu ce qui a été fait jusqu'à présent et ne pas donner l'impression que le gouvernement a été inactif sur ce sujet, bien au contraire. Comme vous le savez, il y a eu le 24 et le 25 octobre dernier un Conseil européen chef d'État et de chef de gouvernement consacré à l'innovation et à l'économie numérique. Et à l'occasion de ce Conseil, nous avons été, mes services en particulier, extrêmement actifs pour mettre la question de la fiscalité à l'ère numérique sur la table des discussions de ce Conseil. Vous savez que cette question de la fiscalité numérique porte sur plusieurs aspects. L'impôt sur les sociétés d'une part, qui lui aussi fait l'objet d'une érosion des bases très considérable. Et puis la question de la TVA sur les biens physiques qui sont commercialisés par le biais de plateformes numériques et puis sur les biens dématérialisés. Et donc sur les biens dématérialisés, il y a une échéance en 2015 puisque la territorialisation de la TVA change à partir de cette échéance et que la TVA acquittée sera désormais celle du pays du consommateur à partir de 2015 et progressivement jusqu'en 2018. Sur les biens physiques auxquels vous faisiez allusion, nous souhaitons effectivement que le groupe de travail qui a sur notre initiative, l'initiative française, été créé par la Commission, par le commissaire Šemeta, groupe de travail qui s'intéresse donc à la fiscalité numérique, puisse s'intéresser et appréhender ces questions de biens physiques qui sont commercialisés par des plateformes de manière transfrontalière, de la même façon que ce groupe de travail serait très attentif à dégager des solutions sur l'impôt sur les sociétés et le problème considérable pour les pays qui cherchent à redresser leurs finances publiques d'érosion des bases dont souffrent, vous l'avez dit, pas seulement la France, mais les autres pays. Et je suis moi-même très mobilisée pour essayer de trouver des points de convergence avec mes homologues chargés de l'économie numérique dans divers pays pour essayer d'avancer. Je sais que l'unanimité est difficile à réunir sur les questions fiscales à l'échelle européenne, mais néanmoins pour trouver des points de convergence avec de grands alliés qui pourraient nous aider à faire avancer ce débat. Merci Madame la Ministre. Un amendement 71. Madame Beaufils. Oui, notre amendement vise, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, à revenir sur le montant des abattements successoraux adoptés dans le cadre de la loi TEPA du 21 août 2007, tout en maintenant le principe de doublement de l'abattement au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. L'avis de notre rapporteur général sur l'amendement présenté par Madame Beaufils. Le 71, c'est ça. Oui, merci. L'avis de la commission est défavorable parce que l'amendement remet une nouvelle fois sur le tapis l'un des éléments de la réforme de la fiscalité du patrimoine que nous avons voté l'année dernière. Et sur le fond, je considère donc que cet amendement étant déjà en grande partie satisfait par la réforme du collectif budgétaire de l'été 2012.
Pour mémoire, les abattements ont alors été diminués, passant de près de 160 000 € à 100 000 €, et le délai de reprise des donations a été porté de 10 à 15 ans. Et le rendement de l'ensemble de ces mesures est estimé à près de 1,5 milliard d'euros en année pleine. Bon, donc je considère que le travail a déjà été fait pour l'essentiel et il ne me semble pas opportun de reprendre un tel débat aujourd'hui. L'avis est donc défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Même avis, madame la ministre, je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a eu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, mes chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. Après l'article 10, un amendement 73, présenté également par madame Beaufils. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, notre amendement revient sur une position de fond que nous avons souvent exprimée ici, c'est la suppression du dispositif du Treil et les dispositifs proches qui sont d'un coût très lourd pour nos finances publiques et qui minent le rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous pensons en effet qu'il faut remettre à plat notre système de prélèvement. S'il faut remettre à plat notre système de prélèvement obligatoire, les niches fiscales doivent être particulièrement présentes dans cette rectification. Donc 3 niches sont issues du même texte, la loi du Treil, qui réduisent de 261 millions d'euros le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et c'est ce dispositif qui vient en effet se superposer de manière inutile aux multiples exonérations d'assiettes dont souffre l'ISF et continue à miner une recette fiscale dont le dynamisme et la réalité mériteraient d'être encouragés plutôt que bridés. Il se complète avec le dispositif ISF-PME, dispositif coûteux, je rappelle, 570 millions d'euros prévus en 2014 pour un peu plus de 40 000 ménages, dont l'efficience demeure à prouver, qui constitue au regard des autres incitations fiscales à l'investissement en fonds propres dans les entreprises, l'opération la plus gourmande en fonds publics. Difficultés supplémentaires pour les dispositions du Treil. L'évaluation des voies et moyens permet de connaître l'ampleur de la dépense fiscale, mais ne permet plus aujourd'hui de déterminer le nombre des bénéficiaires. Il a surtout été invoqué pour lutter contre les délocalisations fiscales, ce qui ne peut évidemment manquer de nous faire sourire, puisque malgré cela, une bonne partie des membres de la famille Muliez a tout de même émigré en Belgique, ou que le PDG du groupe Accor a préféré résider en Suisse, où il s'accommode fort bien de légères contraintes du forfait fiscal. Donc, le dispositif du Treil n'a en fait été sollicité que par des contribuables avertis, conseillés, et de fait relativement plus fortunés que les autres. Il crée une évidente inégalité de traitement entre actionnaires soumis à l'ISF et actionnaires qui ne le seraient pas. C'est pourquoi il nous semble que les uns disposent d'un avantage comparatif plus important que les autres, alors qu'ils sont justement plus riches. Donc c'est pourquoi nous vous proposons cet amendement. Beaufils, l'avis de notre rapporteur général au nom de la Commission. L'avis est défavorable puisque l'amendement a déjà été posé en PLF. L'argumentation développée reste la même puisque on va à l'encontre du principe de stabilité fiscale qui est préconisé pour aider à l'investissement dans les PME. Et bien entendu, je ne peux qu'être défavorable comme je l'ai été pour le PLF. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Même avis. Je vous remercie, madame la ministre. 2 avis défavorables pour cet amendement. Qui est pour voter cet amendement? Madame Beaufils, merci. Contre? Je vous remercie, mes chers collègues. Abstention? Il n'est pas adopté. Vous présentez le suivant, le 68, madame Beaufils. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, il s'agit de mettre en place un plafonnement du plafonnement de l'ISF tel qu'il existait auparavant. J'ai bien entendu que monsieur le rapporteur considérait que c'était plus en loi de finances initiale que ce type de question devait se poser. Je rappelle que notre proposition permettrait de plafonner le plafonnement à 50% des sommes dues, ce qui aurait comme conséquence de redresser les comptes publics quand même d'un peu plus de 150 millions pour le moins. Merci madame Beaufils. L'avis de notre rapporteur général. Toujours défavorable, chers collègues, à cet amendement. Car la réforme de l'ISF a déjà été accomplie l'année dernière.
dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité patrimoniale dont il ne convient pas, me semble-t-il, de modifier l'équilibre chaque année. Et je rappelle tout de même que la réforme importante de l'année dernière a rapporté plus d'1 milliard d'euros à l'État. Et dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de procéder à un nouvel ajustement dans l'immédiat. L'avis est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Même avis, madame la ministre, je vous remercie. Je mets aux voix cet amendement. 2 avis défavorables. Madame Le Beaufils, vous voulez vous exprimer? J'ai bien entendu ce qu'a dit notre rapporteur général. En même temps, si j'ai bien vu dans les bilans, il semble bien que ce dispositif s'est démontré d'un coût plus élevé cette année. La somme de 730 millions d'euros, quand même plus importante que le défunt bouclier fiscal de la loi TEPA. Enfin bon, si mes chiffres sont exacts, il me semble bien que c'est un peu plus important. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas complètement résolu le problème. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement. 2 avis défavorables. Qui est pour le voter? Merci. Contre? Merci, mes chers collègues. Abstention? Il n'est pas adopté. Après l'article 10, 3 amendements en discussion commune. 3 amendements de Monsieur Dallier. Monsieur Dallier, vous pouvez les présenter en continu? Bien volontiers, Madame la Présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, ces 3 amendements, je les avais déposés en loi de finances initiale pour 2014, mais nos collègues communistes avaient déposé un amendement de suppression de l'article qui avait été adopté, et donc je n'avais pas eu le loisir de les défendre. J'y reviens donc ici. Alors, de quoi s'agit-il? D'une disposition qui vise, entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, à réduire l'imposition des plus-values de cession sur les terrains autres que les terrains à bâtir. Alors j'insiste sur ce point qui est important, puisque le gouvernement nous présentait cette disposition comme devant concourir à un choc d'offres dans le cadre de la relance de la politique du logement. Alors, il ne s'agit pas de terrains qui pourront permettre de construire des immeubles nouveaux, on parle bien d'appartements ou de maisons existantes. Donc le choc d'offres pour effectivement favoriser la construction de logements nouveaux, ça n'est pas de cela dont il s'agit. Cette mesure va coûter, et mon amendement va donc, si vous l'adoptiez, effectivement faire des économies à l'État, parce qu'à mon sens, il s'agit tout simplement d'un effet d'aubaine. Nous avons, dans un rapport récent sur les outils fonciers que nous avons rendu avec mes collègues Van Dierendonck, Pillet et Collin, travaillé sur ces sujets et assez bien démontré que dans le passé, toutes les mesures qui avaient été présentées comme susceptibles de déclencher un choc d'offres, que ces mesures s'étaient révélées inefficaces et avaient, au bout du compte, effectivement, seulement profité à quelques-uns qui, par le hasard, se trouvaient devoir effectivement vendre un bien à un moment même où une fenêtre de tir était ouverte pour bénéficier effectivement d'un abattement ou d'exonération. Donc voilà pourquoi je vous propose ici de supprimer cette disposition qui rapportera 145 millions, enfin qui, effectivement, si vous adoptez l'amendement, rapporterait 145 millions au titre de l'impôt sur le revenu et 100 millions au titre des prélèvements sociaux. Si vous n'étiez pas favorable à cet amendement, vous avez ensuite, avec le 46 rectifié et le 47 rectifié, des amendements qu'on peut qualifier de repli sur le même sujet. Voilà pour cet examen du projet de loi de finances rectificative pour 2013. Les sénateurs pourraient poursuivre les discussions encore ce soir et demain, puisque l'ordre du jour est ouvert pour le collectif budgétaire pendant tout le week-end. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire ce soir à 19h pour 24h Sénat avec Marie Brémaud. Très bonne soirée à tous.